Vous avez choisi Chérif La Télévision pour vous informer. Merci pour votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Inauguration ce jeudi 14 décembre à Bankoni, Djankinebougou, du nouveau studio d'enregistrement de Suleiman Diarra, dit Zigiri Champion. La dite cérémonie qui a eu lieu au domicile de l'artiste a enregistré la participation de nombreux de ses collaborateurs et admirateurs ainsi que des leaders religieux venus lui témoigner leur soutien. Al-Amidou Badini, Samba Traoré et Djagardia Dambélé. D'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA, ce nouveau studio, baptisé Sanayele, est équipé d'appareils de la dernière génération. Il permettra aux artistes, évoluant surtout dans le domaine du zikri, de produire leurs œuvres musicales ici au Mali sans avoir à se déplacer vers un autre pays. En tout cas, pour le moment, le studio, les matériels que mon frère Solo a, c'est un matériel de haute qualité parce qu'il travaille avec le nouveau système, le système Mac, tu vois, et ça c'est plus avancé que les autres. Et puis il travaille avec des logiciels qui sont performants. Zikri Solomon se dit tout heureux de ce studio et invite les artistes à venir y faire un tour. Il a également remercié toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la concrétisation de ce projet. Je rends grâce à Dieu de m'avoir gratifié de ce studio. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé, notamment le guide spirituel. Je suis ravi car Aruna Sangare a acheté tous ces appareils pour moi afin que je puisse rester au Mali et faire mes enregistrements. Ce studio voit le jour grâce à la générosité de Cheikh Aruna Sangare qui en a financé l'intégralité. Aussi, il se dit toujours engagé à soutenir l'artiste dans les actions allant dans le sens du développement national. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là ce soir. Nous félicitons, nous remercions Zikri Solo qui a eu l'initiative d'ouvrir ce studio qui va permettre à d'autres artistes de venir faire leur album dans ce studio. Donc ça fait partie du développement, ça fait partie de l'amour de sa patrie. Parce qu'avant lui-même il s'est déplacé en dehors du pays pour mener ses activités musicales. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, grâce à ce studio, ça va lui permettre de travailler ici, non seulement de permettre aux autres artistes religieux faire leur montage d'albums ici. Cette cérémonie a été fortement marquée par des actes symboliques, parmi lesquels l'attribution de 20 lots de parcelles à usage d'habitation à Zikri Solo par Madame Mariam Kane. Zikri Solo a lui aussi profité de cette occasion pour donner du diamant au parrain de la cérémonie, Chérif Ahmad Tidjan Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar, à Seyyid Chérif Ousmane Madani Aïdara. 52e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, prévu pour ce samedi à Abuja au Nigeria. Il sera question pour l'organisation sous-régionale de l'intégration du Maroc. Suivons ce commentaire signé Mahamadou Ben Chérif Soumano. Le 52e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO doit se tenir ce samedi 16 décembre à Abuja. En juin dernier, la conférence avait donné son accord de principe à l'entrée du Maroc au sein de l'organisation. Si les négociations techniques ont déjà démarré, il semble que le Maroc prendra son temps pour intégrer pleinement l'institution. De timides voix se sont élevées dans le monde économique africain pour s'inquiéter de la concurrence potentielle que pourrait exercer le Maroc sur certains secteurs économiques fragiles des pays de la sous-région. À Casablanca, un symposium consacré au cadre juridique des investissements en Afrique réunit des experts du continent pendant 2 jours. À présent, voyons le développement de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation signée Abdou Karim Sako.
Interrogation sur la tenue du second tour de la présidentielle libérienne le 26 décembre comme décidé récemment par la Cour suprême. Une requête a été déposée ce vendredi à la Cour suprême par Joseph Boakai, membre du Parti de l'Unité au pouvoir, arrivé en deuxième position à la présidentielle du 10 octobre dernier. Dans cette requête, l'UP remet en cause la crédibilité de la Commission électorale du Libéria, jugeant celle-ci incapable d'organiser un scrutin transparent le 26 décembre prochain. Cette demande de l'UP intervient après autorisation par la Cour suprême de l'organisation du second tour suite au rejet de la requête en annulation du premier tour introduite par Boakai et Charles Bromsky du Parti de la Liberté en novembre. Avec cette requête de Boakai, le processus électoral libérien est en passe de vivre un deuxième rebondissement susceptible de faire monter la tension politique au Libéria. Au Togo, l'opposition s'est une nouvelle fois mobilisée ce jeudi à Lomé. Une occasion pour la coalition des 14 partis de lancer un cri du cœur aux chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui doivent se réunir ce samedi 16 décembre à Abuja au Nigeria. La coalition de l'opposition a une nouvelle fois démontré sa mobilisation jeudi dans les rues de Lomé, alors qu'à la primature, le gouvernement continuait de rencontrer d'autres acteurs politiques. Aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se réunissent à Abuja ce samedi à travers une déclaration lue par Paul Deji Apevon, ex-président des Forces démocratiques pour la République FDR, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition, pour les sensibiliser sur le cas du Togo. Du 16 au 20 décembre, plus de 5000 délégués de l'ANC, parti au pouvoir, se réunissent pour élire leur prochain leader. Une élection qui se tient tous les 5 ans, mais qui cette année est particulièrement critique eu égard aux enjeux de l'heure. Corruption, déclin du parti, mais aussi l'avenir du président Jacob Zuma. C'est une élection cruciale car non seulement celui ou celle qui va succéder au président Zuma à la tête du mouvement lui succédera également à la tête du pays en cas de victoire du parti aux prochaines élections de 2019. Le plus vieux parti de lutte pour l'indépendance du continent est en pleine crise, miné par les divisions, la corruption et le népotisme. L'armée camerounaise a repoussé une attaque de séparatistes présumés dans une localité du sud-ouest anglophone, faisant des morts chez les assaillants selon l'AFP. Aucun bilan officiel ni de revendications des groupes séparatistes n'était disponible ce vendredi. Depuis décembre, la brigade de gendarmerie de Manfé avait été prise pour cible par des hommes armés identifiés comme des sécessionnistes par des sources sécuritaires camerounaises. Fin novembre, 4 militaires avaient été assassinés dans la région attenante à la ville. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone du Cameroun, environ 20% des 23 millions d'habitants, proteste contre sa marginalisation. Certains exigeant le fédéralisme, d'autres la sécession. Le régime de Yaoundé rejette ces deux options. La page santé de ce journal nous parle du cancer du sein. Voyons ce dossier réalisé par Tata Touré. Le cancer du sein est le développement d'une tumeur maligne aux dépens des tissus constitutifs du sein. En 2008, il y avait environ 1,38 million de nouveaux cas de cancer invasif du sein dans le monde. Avec la détection précoce et les avancées significatives dans le traitement, les taux de décès par cancer du sein sont en diminution depuis les dernières 25 années en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Europe. Cependant, le taux de décès par cancer du sein est en augmentation en Afrique. Le cas spécifique du cancer du sein, c'est un problème de santé publique parce que à l'échelon mondial, c'est le premier cancer de la femme. Et dans nos pays, c'est le deuxième cancer de la femme après le cancer du col de l'utérus qui est le premier cancer. Qui est à risque de développer le cancer du sein? Être femme, c'est un risque. Et je disais dans la causerie que quand nous prenons 100 cas de cancer du sein dans nos pays, dans notre pays, le Mali particulièrement, 98 sont observés chez les femmes et 2 chez les hommes. Le deuxième facteur, c'est l'âge. Plus on prend de l'âge, plus la probabilité d'avoir le cancer est élevée. D'une situation de rareté à partir avant 30 ans, ça devient un phénomène très fréquent après 50, 60 ans.
a fortiori quand on atteint l'âge de 70 ans. Donc l'âge est un facteur de risque. Le troisième facteur de risque, c'est l'antécédent familial de cancer du sein, particulièrement la parenté de première génération. Mais là où il faut insister, c'est que dans un cas sur 3, on peut voir le cancer du sein chez un individu qui n'a aucun facteur de risque de cancer du sein. Les circonstances de découverte sont nombreuses, entre autres l'autopalpation des seins ou d'un examen systématique par le médecin lors d'une mammographie de dépistage. Le premier signe, c'est la boule qui apparaît dans le sein. Cette boule, quand on l'a, on ne doit pas paniquer, on ne doit pas dire que c'est le cancer directement. C'est seulement le médecin, après investigation et parfois après d'autres analyses supplémentaires, que peut dire ça, cette boule que vous avez, c'est un cancer ou ce n'est pas un cancer. Mais comme nous l'avons dit au début, quand une boule apparaît chez un sujet jeune de moins de 25 ans, dans la grande majorité des cas, c'est pas un cancer. À l'opposé, pour une personne de plus de 55-60 ans, ménopausée, qui a une boule dans le sang, dans presque un cas sur 2, il s'agit d'un cancer. On peut avoir des manifestations cutanées comme une piqûre de fourmi qui donne un phénomène de peau d'orange ou parfois de l'écoulement sanglant à travers le mamelon ou un écoulement purulent. En même temps, vous pouvez avoir des boules qui apparaissent sous les selles que nous appelons les adénopathies axillaires. Ce sont des signes qui doivent faire penser au cancer sans l'affirmer. C'est seulement à l'agent de santé de faire ce diagnostic-là. Une fois qu'on a le cancer, il faut savoir que le traitement, il est difficile. Il repose sur 3 principes. C'est la chirurgie qui peut consister à enlever la boule ou à enlever tout le sang, grossièrement. C'est la chimiothérapie, c'est le fait de faire des injections dont le but est d'aller rechercher les cellules qui ont pu être envoyées dans le sang et dans d'autres organes qui sont des cellules cancéreuses, de les détruire, et aussi la radiothérapie en termes vulgaires qui consiste à brûler le cancer. Et vous voyez que quand on doit passer par toutes ces étapes, c'est un traitement qui est difficile et parfois mutilant parce qu'on va être obligé d'enlever une partie du corps de l'individu. La prévention primaire repose sur la prise en charge des facteurs de risque et la prévention pharmacologique. La prévention secondaire fait recours au dépistage du cancer du sein. Plusieurs techniques sont utilisées, par exemple l'auto-examen clinique des seins, une fois par mois de préférence, et c'est après les règles. Voilà, c'est cette page santé qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif La Télévision. Au revoir.